Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Et bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour ce Juste Bistrot de jeudi. La fin de semaine approche à grands pas. Qui dit fin de semaine dit nouveau test match de l'équipe de France de rugby avant la Coupe du Monde. France-Australie, 17h45, on sera là avec peut-être même un barbecue qui sera pratiqué ce week-end avec bien sûr dans le plus profond respect de l'écologie. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes à fond la forme avec ce soleil. On l'a dit, cette canicule gravissime de long terme, combustion immédiate qui prendra fin apparemment à partir de demain soir. En tout cas pour ce qui est de l'arc lémanique, du côté bien sûr de Lausanne jusqu'à Genève, on annonce une perturbation orageuse qui devrait se produire autour de demain, vendredi 25 août, aux alentours de 21h. Donc voilà, pour cette canicule éclair, d'une certaine manière. Donc voilà les copains, c'est bientôt fini la chaleur, mais nous on a toujours la chaleur dans le cœur. Ça c'est beau. Un petit point météo de Soldona qui nous dit les nuages arrivent à Lyon maintenant. Donc, apparemment voilà, c'est Shinzama37 qui nous dit il pleut depuis ce matin. Alors où ça? Ça là c'est pas précis. Comment on fait? Dites-nous un petit peu la météo par chez vous. Alors bien sûr, en précisant à chaque fois que c'est la canicule, parce que sinon on est dans la fake news et ça on peut pas se le permettre. J'ai pas trouvé de pseudo qui nous dit il fait 12 500 degrés chez moi. Voilà, info sûre, BFM. Donc là effectivement je le lis volontiers, ça c'est clair. Mon Karim que j'embrasse qui dit à Strasbourg il fait moche aussi. Orage et pluie sur l'île, rien de bien fou ici, ça c'est vrai. Mais bon, c'est l'équivalent d'une canicule. Tu passes les 0 degrés à Lille, tout le monde est en string. Ah, je connais. Mister Sterizawa, méchant orage en Normandie à cause de la canicule, évidemment. Près de Bordeaux, 38 degrés, mais ça chute demain. Orage dans le nord, orage dans l'Aisne, orage en Lorraine. Ouais, donc ça y est, ça commence à péter. Mais on est toujours en alerte. C'est qu'on est en alerte tout le temps, en fait. Alors, on passe d'alerte canicule à alerte orage. Et après, ce sera alerte, on sait jamais. Voilà. C'est un nouveau statut qui va être créé par Météo France et le ministère du Climat. C'est l'alerte. On va voir. Voilà. L'alerte, on va voir ce qui va se passer. Donc, voilà un petit peu les copains pour ce petit point météo. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Alors, vous le savez, le grand thème de l'émission, c'est l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point. Alors, sincèrement, là, on y est. Là, on y est, honnêtement. Je ne sais plus quoi vous dire. Déjà, alors il y a deux choses qui sont fascinantes. Ce sont les réactions dans les autres médias qui évoquent cette interview sans pointer du doigt
les éléments les plus saillants et pour certains les plus incroyables. Vraiment, j'ai tout préparé, hein. Vous allez voir, on va en parler pendant une demi-heure, 40 minutes. On va décortiquer cette interview avec les grandes thématiques qui ont été abordées. Et honnêtement, c'est pas du tout, hein, pour un effet de manche, hein, mais c'est à se demander si Emmanuel Macron est, mais vraiment sur le plan médical, hein, alors je n'ai pas la connaissance pour, mais là je commence sérieusement à avoir envie d'avoir l'avis d'un spécialiste. Est-il sérieusement fou, hein? A-t-il perdu contact avec le réel, ou est-on face à quelqu'un qui a déjà perdu la partie, c'est-à-dire qui a déjà baissé les bras et qui se dit foutu pour foutu, on y va plein gaz. Vous allez voir, c'est hallucinant ce qu'il y a par moment. Il y a de quoi rire, il y a de quoi pleurer, il y a de tout. Merci, j'en profite avant toute chose, bien évidemment, pour remercier le souverain qui vient d'offrir un sub à Navius Sutorius. Merci également à, j'ai vu passer tout à l'heure, Agror 2 qui vient de sub Prime pour la première fois, merci beaucoup. Et Tora qui vient de sub le 15e mois, ça c'est fort. Ça. 15 mois c'est long, hein. 15 mois ça commence à faire du temps. Donc voilà un petit peu les amis. Aujourd'hui c'est détendu, par contre. Je suis fatigué. Tu vois, j'ai un coup de pompe alors que ce soir il y a entraînement à 21h. Donc ça sent quand même la petite sieste en rentrant à la baraque. C'est pas impossible, mais c'est ça maintenant. À la vie de sportif de haut niveau, là, voilà, attention, hein. Bon, naturellement, ce week-end, je vais gâcher tous les efforts, hein, qui ont été pratiqués sur 2 jours, mais attention. Merci à Edouard qui vient de sub, Caperclay. Bon. Merci. Allez. Peut-être un petit mot, peut-être. Ferme-la. Yes. Non, je connais. Non, pas de souci. 19 mois. Oh, c'est vrai. C'est beau, hein. C'est beau, putain. Tu vas l'appeler comment? José. Putain, c'est énorme ce qui se passe. Allez, je vous laisse. Putain, merci. N'hésite pas à intervenir. Ouais. Tu seras le bienvenu chez moi, mec. Waouh, Comme incroyable. chantait Florent Pagny, toujours qu'on embrasse. Les amis, alors absolument rien à voir. J'ai envie de vous montrer une vidéo qui me fait marrer avant d'attaquer gentiment sur Emmanuel Macron. On sera plus ou moins dans le thème. C'est une séquence, je vous l'ai peut-être déjà montré. Ça me fait marrer. Une petite vidéo sympa pour rire. Quand Michel Onfray se foutait de la gueule de Miller. Vous savez comment il s'appelle? Le Miller, là, le gars qui était avec Ruquier. Gérard Miller, voilà, je perdais le prénom. Se foutait de la gueule de Gérard Miller, c'était au moment où Onfray sortait son livre noir, enfin son crépuscule d'une idole sur Michel Onfray. Et il y avait eu cette séquence, je crois que c'était sur France 2, sur Canal+, pardon, où Onfray se fout de la gueule de Gérard Miller. C'est du miel, on va se mater ça gentiment pour ouvrir la journée. Merci à 20K80, j'ai bien eu ton mail, t'inquiète pas. Mais la séquence, effectivement, ce qu'on s'est dit hier, on y reviendra. Alors peut-être demain, on va pas, voilà, par moment, on va parler aussi d'autres sujets. C'est important de pas nacher parce que sinon, on va devenir zinzin sur cette histoire de site, un rencontre ado, ce site farci de pédophiles. On a eu une réaction du gouvernement, donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus parce qu'hier, on s'en plaignait. On a eu une réaction. Le sujet fait la une du Parisien d'ailleurs, hein, donc tant mieux. Enfin, hein, ces sujets-là prennent de l'ampleur. Et ce qui a poussé, je pense, le gouvernement à réagir. Donc c'est très bien. On en reparlera demain. Je veux juste prendre un petit peu de temps pour voir si d'ici là, on va avoir d'autres réactions, d'autres médias et d'autres éléments. Donc on commencera demain. Petite séquence, donc Michel Onfray, Gérard Miller, qui se fout de la gueule de ce psychanalyste médiatique assez médiocre. Et ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait rire, hein. Il paraît que ça fait même rire les oiseaux. Ça fait chanter les abeilles. Et ça, c'est important. 8 ans à l'Université populaire de Caen, j'ai démarré avec les présocratiques, j'arrive à Freud, l'an prochain je serai ailleurs, c'est pas mon fonds de commerce, moi Freud, c'est le tour de Freud cette année, c'est le tour de Freud, voilà. Mais je reproche pas des choses ambiguës, je dis très précisément que Freud a fait une dédicace élogieuse à Mussolini, et c'est vérifiable. Je dis qu'effectivement, il y a eu des complaisances à l'endroit du chancelier Dollfuss, qui était un chancelier austro-fasciste. Je fais savoir que Freud a travaillé avec l'Institut Göring, pour que la psychanalyse puisse exister sous le régime national-socialiste. Voilà. Donc je trouve étonnant que, devant des faits comme cela auxquels on ne répond rien, on me traite d'antisémite,
de nazis, de personnages qui réactivent les thèses de l'extrême droite, de personnages qui, etc. Enfin, les insultes que vous avez oubliées, parce que... Oui, il y en a d'autres. Non, d'abord, je vais peut-être vous dire non. Sur ce premier point, c'est vrai que, et c'est pour ça, j'aime beaucoup Michel Onfray par endroits, on en a parlé, on en a déjà beaucoup parlé, hein. Mais j'aime beaucoup plusieurs ouvrages, de nombreux ouvrages de Michel Onfray, puis il y a le choix. Et notamment ce livre, hein, Le crépuscule d'une idole, où il déboîte en fait la figure qu'est celle de Sigmund Freud, sans pour autant déboîter la psychanalyse en tant que pratique. C'est ce qui est très intéressant dans le bouquin, c'est qu'il déboîte le personnage qu'est Freud avec des attaques qui sont rarement faites, sa proximité effectivement avec le nazisme, son rapport à la cocaïne, des éléments comme ça, et il en profite pour pointer du doigt aussi des comportements de la psychanalyse freudienne, par exemple comme quoi l'argent fait partie de la thérapie, des éléments comme ça qui sont hautement critiquables et qui nuisent à la psychanalyse en tant que telle, parce qu'il n'y a pas que la psychanalyse freudienne, il y en a d'autres. Par exemple, en France, on a celle de Jacques Lacan, par exemple. Et le bouquin était vraiment chouette. Et donc, Onfray attaque fort, hein, dans son pur style. C'était peut-être il y a 15 ans, cette séquence. Et en face, il a un psychanalyste de plateau, une sorte d'ancêtre de Martin Blachier et consorts. Et c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Alors, il y a le biscuit corse, calme-toi. Il s'énerve tout de suite. Il dit le mec insulte de racaille, il est non vacciné. Par contre, quand lui se fait insulter, il est cliqué. C'est un baltringue, Onfray. On en a déjà parlé. On a déjà eu ce débat. Je lis ton message. Comment il y a tous les avis, ça c'est chouette. Mais on en a déjà parlé. Calme-toi quand même. Il y a biscuit dans ton pseudo. Un biscuit, c'est sucré, c'est gentil. Alors voilà, arrête un peu. Voilà. Alors, Mister Mackey, c'est vrai, on pourra refaire le débat si vous voulez, parce que c'est vrai qu'avec toutes les apparitions médiatiques d'Onfray, à chaque fois, ça réactive le débat, mais Mister Mackey qui nous dit en même temps Michel Onfray est un pauvre philosophe de plateau également. Ce que je tente d'expliquer à chaque fois, c'est que je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Je trouve que à l'inverse d'autres personnages de plateau, comme notamment les médecins de plateau, qui n'ont aucune légitimité, je pense qu'on peut réagir, et à juste titre, à de nombreuses prises de position médiatique d'Onfray. Par contre, je trouve ça un poil culotté de lui dénier quand même le boulot qu'il fait, de dénier pour plus d'une centaine de livres. Il y a quelque chose de très égotique là-dedans, on est d'accord. Lui-même a avoué qu'il visait une sorte de record pour intégrer l'Académie française un beau jour, mais je trouve que Onfray a quand même une somme de travail qui est conséquente, à des initiatives qu'il ne faudrait pas oublier, notamment celle de l'Université populaire de Caen, où il dispensait des cours de philosophie gratuitement pour que la philosophie arrive vers les ouvriers, vers les salariés, vers les patrons de PME et tout ça, des gens qui ne sont pas habitués au contact de la philo. Donc je trouve qu'on peut bien sûr défoncer Onfray sur plein de postures. Par contre, il a un boulot, il a pour lui au moins la légitimité du boulot effectué. Et après, on va dire c'est la vitrine. Il va se vendre sur les plateaux. Et ça, effectivement, il a dit pour moi d'immenses saloperies. Ça, je ne changerai jamais d'avis là-dessus. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus tout mettre dans le même carton, parce que sinon c'est un peu dommage et on en vient à être juste des grognons. À l'inverse d'un Martin Blachier, par exemple, qui était inconnu au bataillon et qui a été catapulté devant les caméras pour servir de figure tutélaire alors qu'il n'avait aucune légitimité. Pour moi, Onfray en a une, mais c'est que mon avis et je sais que c'est un débat, hein. On reprend la petite séquence. Sentiment, moi, parce que je vous dirais franchement que moi, ça n'a soulevé, je l'ai lu votre livre, ni colère, ni indignation. Premier point. Bravo. Ça a plutôt... Voilà, mais il faut que vous acceptiez aussi ce que ça a soulevé chez moi, c'est-à-dire plutôt l'amusement. Enfin, j'espère que vous prendrez ça pour un compliment, puisque vous savez peut-être que depuis un certain nombre d'années, je travaille avec Laurent Ruquier. J'ai trouvé ce livre très amusant. Et je dois dire que, par exemple, l'image si caricaturale que vous donnez de Freud fait que le portrait tracé d'Éric Besson par Stéphane Guillon apparaît comme une image d'Épinal. Il sera avec nous tout à l'heure. Il sera avec vous tout à l'heure. Une caricature, la dédicace à Mussolini, non, une caricature, je veux dire le soutien à Dollfuss. Donc je vais répondre à un ou deux des points, puisqu'il y en a beaucoup. Non, mais, Pour présenter la chose aux téléspectateurs, c'est vrai que vous finissez par tracer un portrait de Freud, sympathisant fasciste, homophobe, sautant sa belle-sœur, pervers, intéressé par l'argent. Attendez, je vais peut-être essayer de répondre, juste une seconde. Et que... Cocaïnomane. C'est faux, ça. En plus... 12 ans, non, mais, 12 ans cocaïnomane. Non, mais ne présentez pas ça comme des découvertes. Ah non. Alors, je vais essayer de vous répondre sur un vous a point. dit que c'était des découvertes. Ce qui est désagréable, je vais vous dire, si vous me laissez une seconde parler... C'est vous qui êtes affecté, beaucoup plus que je ne le croyais. Ah, mais moi, c'est ma vie, la psychanalyse. Oui, je sais, oui. C'est mon métier. C'est 30 ans de ma vie. Oui. Donc, et c'est des dizaines et des dizaines de patients. C'est 15 ans à l'hôpital psychiatrique. Donc, écoutez une seconde ce que je vais vous dire. Bien sûr. Lorsque, par exemple, vous parlez de Freud, est-ce qu'on peut simplement dire aux gens qui nous écoutent que nous sommes à la fin du 19e siècle,
Freud est un médecin, un psychiatre, sans doute un bourgeois, sans doute un type qui pense à sa carrière, pas moins d'ailleurs, pas plus que vous. Et à un moment donné, il a fait cette chose extraordinaire, qui est d'écouter ses patients comme on les avait jamais écoutés. Question, juste Michel Onfray, une question toute simple. Est-ce que pour vous, la psychanalyse aide les gens, soigne les gens? Je réponds aussi à cette question dans le livre et je réponds oui. Est-ce que, puisqu'il s'agit de Bernadette Soubirous et de Lourdes, il y a aussi des gens qui vont à Lourdes, qui font des prières, qui accrochent leurs béquilles et qui s'en vont guéris. Il y a des effets placebo. Donc il n'y a pas de raison qu'en se mettant sur le divan de monsieur, en payant aussi cher qu'on paie habituellement les analyses. C'est pas désagréable, vous voyez. Eh ben, je dis qu'on s'allonge sur votre divan, pourquoi vous trouvez que c'est Vous avez désagréable? vous-même de ce monsieur. Je dis vous que avez c'est- vous-même Ah, pensé ce devenir psychanalyste. monsieur est blessé Est-ce que vous pouvez parce nous parler du moment où vous avez vous-même pensé devenir psychanalyste? Oui, j'ai pensé effectivement que... C'était ça la citation que j'avais sur ce Eh ben, papier. c'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Alors, comme ça, je vais pouvoir vous répondre sur cette question-là. Ouais. Je pense effectivement que pour en finir avec des charlots de votre acabit, on peut effectivement inventer une autre psychanalyse et que pour inventer une autre psychanalyse, il faut devenir soi-même psychanalyste, c'est-à-dire payer des gens comme vous pour avoir le droit d'être psychanalyste et pour avoir le droit de critiquer la psychanalyse, par exemple à partir de Sartre. Réponse à votre question, je pense effectivement que Sartre a mis au point une psychanalyse existentielle qui mériterait qu'on puisse la développer pour soigner et guérir vraiment des gens sans imaginer qu'à chaque fois, on ait besoin de rappeler les histoires de papa avec qui on a envie de coucher ou de maman ou l'inverse ou ce genre de choses, enfin le vieux machin édipien qu'on a toujours, quoi qu'on paie, de toute façon chez monsieur, on obtient toujours cette réponse. J'adore sur des charlots de votre acabit, ça me fera toujours rire. Ça me fera toujours rire, les amis. Voilà, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Très bonne vanne de Twitch dans le chat qui nous dit 15 ans d'hôpital psychiatrique, mais pourquoi l'ont-ils laissé sortir? Très bonne vanne. Ça me plaît. Non, mais c'est bien. Vous êtes au top. On peut le dire, vous êtes au top. Non, tu vois, j'avais envie de partager cette petite séquence. Parce que voilà, il faut varier les plaisirs, il faut faire comme ça. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça chouette. Avec en plus un Gérard Miller qui est. Alors, c'est pas du tout gentil ce que je veux dire, hein, j'en conviens, hein, c'est pas du tout gentil, mais je n'ai jamais pu le blairer. Alors, je suis désolé, hein, c'est vraiment du délit de sale gueule. Hein. Je suis désolé, c'est pas du tout gentil, mais je n'ai jamais pu le piffrer en fait. Je ne sais pas ce que ce gars fout là quand il était dans l'équipe de Ruquier. On n'est pas non, pas On n'est pas couché, encore avant. On a tout essayé, qui était une émission formidable, qui était vraiment chouette. Il y avait une super équipe, en plus les débuts de Foresti et tout ça. Enfin, j'adorais cette émission. Il y avait une belle équipe avec des Isabelle Mergo, des super acteurs de théâtre, tout ça. Bref, c'était génial. Mais par contre, Miller, j'ai jamais compris ce qui branlait là. Je le trouve imbuvable. En plus, aujourd'hui, alors effectivement, il y a Kujibou qui le dit dans le chat, la gauche caviar dans toute sa splendeur. Alors effectivement, il en est le pire, l'un des héritiers les plus représentants. L'un des héritiers, point d'ailleurs. Aujourd'hui, il essaie de se recycler du côté de la France insoumise, mais avec une tournure un petit peu bourgeoise, je trouve qu'il leur nuit plus qu'autre chose. J'ai jamais compris l'intérêt de ce monsieur-là. Marcel Zoro qui dit à l'évêque, bien sûr, à l'évêque qui était dans l'équipe dont on a tout essayé. En déconne, mais c'était une super... j'adorais. Hein. Franchement, en plus, un talk show, un des premiers talk shows qui avait aussi bien marché en France. Enfin, franchement, j'avais adoré. J'aime bien. Je le dis, j'aime bien. Donc voilà un petit peu, les amis, sur cette petite séquence que je voulais vous montrer. Avant d'attaquer l'interview, on va s'échauffer parce que c'est important. Maintenant, comme je deviens un sportif quand même, très très haut niveau, je redonne beaucoup plus d'importance à l'échauffement, y compris sur Twitch. Parce que sinon, on part pleine balle sur l'interview de Macron et vous n'êtes pas prêt. Parce qu'en fait, personne ne l'a lu. C'est aussi ça le truc. C'est que tout le monde se contente des articles, enfin des titres d'articles d'autres médias qui vous le résument comme ça. Mais au fond, tout le monde s'en branle. Qui lit Le Point aujourd'hui? Enfin, tu vois, peu de gens lisent entièrement ce qui est dit dans un truc de 16 pages, imbuvable, mais vous pouvez compter sur moi, hein, dans un élan purement sadomasochiste, de me farcir tout ça. Et voilà. Pierre 3167 qui dit « Viens t'entraîner avec mon fils sur les tirs de l'aile ». T'inquiète pas, ça c'est mon point faible. Alors, tant qu'on a à parler là-dessus, parce que ça, pour le coup, j'imagine que vous en avez rien à foutre, je suis gardien de but au handball. Bon, c'est comme ça, c'est les choses qui arrivent. Allez, tir à l'aile, c'est pas simple. Tir à l'aile, c'est pas simple. Parce que c'est là où t'as de l'angle, c'est là où t'es le plus proche. C'est un vrai duel. C'est OK Choral. C'est OK Choral. Non, je le dis, c'est OK Choral. Mais bon, c'est pas le sujet. On a eu aujourd'hui, alors je n'ai pas le time code, comme on dit dans l'internet, un interview de Bruno Le Maire, enfin une déclaration de Bruno Le Maire, qui nous a expliqué, hein, c'était aujourd'hui même à midi,
L'État doit donner l'exemple en réduisant les dépenses publiques. On va se farcir quelques secondes de la déclaration et puis après on va réagir parce que c'est que du plaisir. Priorité pour 2024, je vous l'ai dit, la priorité qui souvent fâche, qui fait la une des journaux, qui fait couler beaucoup d'encre, ce sont les finances publiques. Mais je pense que tout le monde ici, en Haute-Savoie, terre de travail, je le redis, terre de raison et de modération, chacun est bien convaincu qu'il ne peut pas y avoir de grande nation économique sans des finances publiques saines. Et que désendetter le pays est une exigence absolue. Et qu'accélérer le désendettement est d'autant plus nécessaire que les taux d'intérêt remontent et que les conditions de financement ont changé. J'ai annoncé que nous accélérerions le désendettement de la France. Nous tiendrons cet objectif qui a été fixé par le président de la République. Alors oui, je ne vais pas vous le cacher, ça demande des décisions difficiles, mais qui seront rentables pour l'avenir de notre pays et l'avenir de vos enfants. Dans ces décisions, à tout seigneur, tout honneur, il faut bien que l'État prenne sa part. Il serait profondément injuste de dire nous allons désendetter le pays, mais c'est nos compatriotes, c'est les citoyens, c'est les entreprises qui vont payer d'abord. Non, c'est l'État qui doit d'abord donner l'exemple en réduisant les dépenses publiques. Alors là, ça confine au génie. Là, ça confine au génie. On a déjà évoqué ces dernières semaines, avec notamment le fait que tout cela soit lié à des exigences européennes en vue de percevoir l'argent du plan de relance. On a déjà dit tout ça. Je vous renvoie aux vidéos juste milieu parues sur la chaîne YouTube pour suivre cet aspect-là. Là, aujourd'hui, la France est sur le chemin de la Grèce, c'est-à-dire qu'au départ, on pouvait se contenter de Nikos Aliagas. Aujourd'hui, on va manger grec, et puis très chaud. Et là, on a une déclaration, alors Bruno Le Maire, si vous voulez, qui est le meilleur ministre de l'économie qu'on ait pu rêver. Honnêtement, on l'a vu. Je veux dire, à partir du moment où vous dites n'importe quoi et que votre quotidien est un roman de science-fiction, vous pouvez vous faire plaisir. Mais là, on a une déclaration c'est-à-dire que je vous avoue qu'à force, je perds les mots, en fait. Je perds les mots et on n'a pas fini aujourd'hui. Parce qu'avec l'interview de Macron, c'est ça x 10. C'est-à-dire que c'est même plus qu'ils prennent les Français pour des abrutis. C'est qu'ils se reposent sur deux béquilles, mais suffisamment solides pour faire en sorte qu'il n'ait pas encore la tête coupée comme ce fut le cas en 1789. J'appelle pas à ça. Je dis juste qu'il n'y ait pas encore eu de révolution. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cet aspect-là de toute façon, vous allez faire quoi ? On a déjà maté vos tentatives de révolte, donc vous n'irez jamais plus loin. Et il y a aussi le deuxième côté, on est tellement habitué à vous dire n'importe quoi, et vous êtes tellement habitué à entendre n'importe quoi, que tout passe. Tout passe, tout lasse, même la lutte des classes, serait-on tenté de dire aujourd'hui. Quand Bruno Le Maire dit, mais c'est sidérant, l'État doit donner l'exemple en réduisant les dépenses publiques. Mais pauvre guignol, réduire les dépenses publiques, qui en sont les premières victimes, sinon les citoyens ? Donc, le ministre de l'économie est en train de vous vendre un discours en disant, alors bien sûr, les Français, les entreprises vont faire leur part du job, mais l'État aussi va réduire les dépenses publiques. Mais en fait, la réduction des dépenses publiques entraîne le fait qu'une femme enceinte à Bordeaux a perdu son enfant parce qu'on ne l'a pas prise en charge assez rapidement. Donc les Français sont doublement victimes. Parce que la réduction des dépenses publiques, ce n'est pas des stylos en moins au ministère de l'économie. Ce sont en grande majorité des dépenses, des réductions dont vont être victimes les Français. Donc c'est-à-dire que les Français sont doublement victimes. Et donc ça, je ne peux pas croire que quelqu'un qui réfléchit 3 minutes ne le perçoit pas. Et en plus, on encule un petit peu les mouches, mais le mec dit, je vous la remets. En plus, il te dit à tout seigneur, tout honneur. En plus, c'est de plus en plus assumé, tout ça. Dans ces décisions, à tout seigneur, tout honneur, il faut bien que l'État prenne sa part. À tout seigneur, tout honneur, il faut bien que l'État prenne sa part. Même si on faisait simplement de l'analyse de texte, mais c'est pas possible. C'est impossible de croire que ces gens-là soient des abrutis. Je m'y refuse et je m'y refuserai tout le temps. Mais au bout d'un moment, ça devient trop gros. Il faut savoir que on arrive là dans une époque de récession terrible où la France risque fort de plonger dans une époque pas très agréable où tant que rien n'est fait contre l'Union européenne,
qui exigent tout ça, il va y avoir une réduction des dépenses publiques terrible. Il va y avoir, comme Macron le dit, on va le voir tout à l'heure, ça va tailler dans le gras. Ça va tailler dans le gras. Mais il faut savoir qu'il y a des pays dans le monde, sur des situations analogues, où ces gens-là sont en prison. Ces gens-là sont en prison. Ça n'est plus possible, en fait, de gouverner de manière aussi aberrante. C'est complètement dingue. Et Bruno Le Maire essaie en plus de faire passer l'idée au forceps que l'État va réduire les dépenses publiques. Mais ça revient au même. Les victimes sont toujours les mêmes. Les victimes sont toujours les mêmes. Quand vous avez, par exemple, des hausses de taxes sur les franchises sur les médicaments, les 50 centimes, par exemple, quand vous achetez une boîte de médicaments, ça va passer à 1 euro. Là, pour le gouvernement, pour le ministère de l'économie, c'est considéré comme une baisse des dépenses publiques. Mais qui paye au bout du compte? C'est toujours pareil. Donc c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Je voulais vous montrer ça pour s'échauffer, je vous l'ai dit. Là, je pense qu'on est chaud, on va y aller, mais Bruno Le Maire est sidérant. Ce même monsieur qui nous expliquait, il y a une paire de mois, qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. C'est terrible, en fait. C'est terrible. Donc, affaire à suivre, mais vous allez voir, rien ne nous rassure, franchement. Parce que là, l'interview. On y va tout de suite avec Den Ladej, qui apparemment a d'autres problématiques, qui me dit: est-ce que tu vas commenter les matchs de Coupe du Monde? Alors, je suis partagé. Petite parenthèse avant d'aller vers l'interview. Je suis partagé. Parce que d'un côté, j'ai très envie de le faire. Mais d'un côté, pour moi, il y a quand même peu de choses plus importantes qu'un bon moment partagé avec mes copains et mes copines. Tu vois. Donc c'est vrai que je vous adore. J'ai envie de faire Twitch. J'aime ça. Tu vois. Mais je ne peux pas être dans un bar avec mes copains à trinquer à la tienne, à la mienne. Il est où le SAMU, tu vois. Donc je ne sais que faire. Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà le 8 septembre, je suis au bar à 14h. Je préfère vous le dire tout de suite. Avec mon pote Pierrot, on a organisé. J'ai déjà essayé de demander au bar où on va d'habitude la dernière fois. Je lui ai dit: on peut réserver? Il m'a dit: mais c'est dans 1 mois et demi. J'ai dit: ben oui, je sais que je suis un peu en retard, désolé. Et il m'a dit: non, on ne prend pas de réservation. J'ai dit: pardon? Et bon, il n'a pas pris la réservation. Donc là, il nous faut la table où on a vécu les meilleurs moments. On a vécu le 53-10 de la France face aux Anglais. Donc, voilà, quelque part, c'est notre table. J'ai quand même dépensé le PIB du Yémen là-bas, donc quelque part, c'est un peu ma table, au fond. Je peux graver mon nom dans le bois. Donc non, c'est voilà, il faut faire ça. Il faut faire ça, c'est le plus important. Donc non, ouais, je sais pas comment faire. On va voir ce qu'on peut faire. Alors le live dans le bar, c'est mort, ça va être blindé. Même si c'est à Lausanne, à mon avis, ça va être gavé quand même. Donc on va voir. J'aime la vie. Voilà, j'aime la vie, c'est ça le truc. Ou alors vous venez à Lausanne, c'est ça. Ou alors on peut s'arranger comme ça. Les plus chauds viennent à Lausanne. Et puis là, on rigole. Puis à la limite, au moins on coupe la poire en deux. Puis je vous le commente, on s'assoit à côté, puis voilà, on mange avec un bol de cacahuètes, on fait ça. Donc non, tout est possible, tout est envisageable. Les amis, on va y aller avec l'interview d'Emmanuel Macron. Beaucoup de médias en ont parlé, et curieusement, ils vous ont pas dit tout ce qu'on va se dire aujourd'hui avec ce décryptage. Alors, cette interview, Macron, la grande explication. Alors là, t'as vu, ils ont dit, attention. Là, ils ont dit, là, ça déconne pas. Là, t'as vu, il a les mains, il a la chemise. Là, c'est sérieux. Là, ils ont dit, c'est extrêmement sérieux. Donc, on va décrypter un petit peu tout ça parce que, pour vous donner le contexte, c'est un interview écrit, paru dans Le Point, donc dans l'édition d'aujourd'hui, du 24 août 2023. Et on a un interview qui était très attendu. Parce qu'Emmanuel Macron avait dit, rappelez-vous, il y a 1 mois, Emmanuel Macron avait dit qu'il allait faire une grande annonce politique et tout ça, qu'il allait faire des grands changements, après l'immense succès des 100 jours, qui est l'équivalent, si vous voulez, d'un mari volage qui dit à sa femme: bon d'accord, j'ai dégommé la moitié du quartier, il y a des chats de gouttière qui sont passés pas loin parce que j'avais paumé ma pilule bleue, mais là c'est bon, là je suis sérieux, j'ai compris, je te tromperai plus jamais. Bon, 1 semaine après, il a la syphilis. Là, c'est un petit peu pareil. Macron,
enchaîne, si vous voulez, les annonces comme ça. Et puis, bon gré, mal gré, bien sûr, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. On a eu les 100 jours. Encore avant, on avait eu le fameux grand débat, vous savez, au moment des Gilets jaunes. Les cahiers de doléances, qui apparemment ont servi de torche-cul à Gérard Larcher, plus ou moins tout ce qu'il y avait en 3 jours. Donc, on sait que les grandes annonces d'Emmanuel Macron, c'est jamais un grand plaisir. Merci à OCB59 pour le sub premier mois. Merci beaucoup. Donc, on attendait, personnellement, je vous avoue que j'attendais vraiment cette nouvelle annonce d'Emmanuel Macron qui allait dire la grande annonce. Et la grande annonce, parce que moi j'ai le sens du spectacle, je suis une sorte de Jean-Pierre Foucault, je vous la donnerai à la fin. Parce que ça déconne pas. Ah non, c'est sérieux. C'est une très très grande annonce. Mais avant, qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qui s'est dit dans cette interview ? Parce que sincèrement, la presse a dit, tu vois, vous voyez, on va regarder ensemble. Vous tapez Macron interview sur Google. Et tu vois, ils nous disent Le Monde nous dit ce qu'il faut retenir, éducation, émeute, Sahel, ce qu'il faut retenir, l'interview d'Emmanuel Macron au point, rentrée scolaire avancée, ce qu'il faut retenir. Enfin, ils te disent ce qu'il faut retenir. Voilà, il y a trop de vacances. Macron veut une rentrée scolaire dès le 20 août pour les élèves en difficulté. Voilà, c'est les points les plus importants. Ils ont sélectionné. Moi, je vous propose la sélection saveur juste milieu. C'est une autre saveur. C'est un petit peu plus épicé. Il y a du curry, il y a du cumin, il y a des choses comme ça. Alors, déjà... petite parenthèse tout à fait gratuite, c'est pas l'analyse du siècle, mais le nouveau cheval de bataille d'Emmanuel Macron, c'est l'éducation. Pour un président de la République et comme ses prédécesseurs, où tout cela repose beaucoup sur l'image, j'ai quand même du mal à croire quelqu'un qui se dit désormais je vais m'occuper de l'éducation, alors que lui-même n'a jamais eu à foutre cela dans sa vie. Mais bon, qu'importe. Et c'est pas grave, c'est une petite parenthèse, mais symboliquement, je trouve ça quand même assez lourd. Mais on va pas faire des heures là-dessus. Alors, il y a plusieurs grands piliers dans cette interview que je vous propose. On va découper tout ça point par point avant de finir sur l'incroyable grande annonce. Un président les yeux grands fermés. C'est le premier. Oh, t'as vu, c'est romanesque. C'est moi qui ai choisi le. C'est mignon. Deuxième gros point, l'immigration. Troisième gros point, l'économie. Quatrième, géopolitique, avec bien sûr l'Ukraine, pour ceux à qui ça aura échappé. Il y a une catégorie que j'avais appelée le ciment intellectuel de Macron, mais je me suis rendu compte que c'était de la merde. Donc, j'ai juste un truc dedans. Donc, ce sera le petit moment sympa où vous pourrez aller pisser, prendre des nuts, vous ferez ce que vous voulez. Cinquième pilier qui va s'appeler le boulard du gars, parce qu'il y a des trucs, le mec a un citron monstrueux. Et dernier point, les pépites, avant de nous amener sur la fameuse grande proposition. Et à ce moment-là, bien sûr, je vous demanderai de vous asseoir, bien évidemment, parce que c'est zinzin, ce qu'il nous a dit, le bougre. Alors, on va attaquer dans l'ordre. J'ai bien bossé. Franchement, j'ai bien bossé. Prenez des notes, parce que j'aimerais quand même un public sérieux, à la hauteur de l'individu. Merci à Lorenzo, 1227, qui vient de sub premier mois. Merci beaucoup. Il y a plein de nouveaux aujourd'hui. C'est formidable. Ça fait plaisir, comme tout. On commence avec... alors déjà, ça commente. Tu vois, il y a même l'apéro. Et ça, c'est sympa de penser aux amoureux de l'apéro. D'entrée de jeu, tu te dis, putain, ça sent la raclette. Donc, première question, tu vois, il est là. On a une réflexion sur la natation. Alors là... Pourquoi pas ? Non mais voilà, pourquoi pas, une première question, le point, première question philosophico-balnéaire ici à Brégançon. Dans Le Point, la semaine dernière, Sylvain Tesson disait « Nager au sens symbolique, c'est se maintenir dans le mouvant. L'imprévisible, c'est la fonction des dirigeants politiques aujourd'hui. Ils légitiment leur impuissance en prétextant l'inéluctabilité des choses. » A-t-il raison ? Emmanuel Macron répond. Et deuxième question du journaliste, du ou de là, alors visiblement Étienne Jarnel, Mathilde Sirot et Valérie Toragnan, donc n'en déplaise aux wokistes, on va dire ils, les journalistes. Deuxième question, apparemment ils étaient déjà largués. Que voulez-vous dire ? Parce qu'on ne comprend pas en fait. On ne comprend pas. Je vous ferai pas l'affront je vais pas tout lire parce que ça fait mal et puis il y a quand même du temps derrière. Donc je peux pas commencer comme ça. Mais déjà, deuxième question des journalistes, que voulez-vous dire ? Donc ça commence pas ouf. Mais tu vois, moi j'ai même pas commencé mes trucs. C'est juste pour vous donner l'apéro. Pour vous dire que, rassurez-vous, finalement on n'est pas les seuls à être complètement largués. Tu vois. Il y a aussi Jean-Michel Largué. Par rapport aux commentateurs. Alors, un président les yeux grands fermés. C'est la première grande catégorie qui se détache dans cette interview. Tout commence, page 24, avec des questions sur la sécurité en France.
sur le supposé laxisme. Est-ce qu'il y a le laxisme en France ? Parce que les gens se disent, merde, qu'est-ce qui se passe ? Dupond-Moretti, mise en examen, est toujours ministre. C'est le laxisme ou pas ? Et Emmanuel Macron a cette réponse. Alors, le sens des responsabilités, c'est vraiment ce qui résumerait parfaitement cette interview. Hein, je vous le dis, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il nous explique, hein, c'est ici, je vous montre les endroits, mais je vous lis les meilleurs passages. Il nous dit, hein, j'ajoute qu'il n'y a jamais eu autant de détenus en France, alors qu'on ne dise pas que la justice est laxiste. Il y avait 74 500 détenus au 1er juillet, alors que fin 2001, il y a quand même 22 ans, il n'était pas né. Enfin, Gabriel Attal n'était pas né. Il n'y en avait que 48 000. Bah oui, en fait. Mais c'est pour ça. Il n'y a pas de laxisme, il y a de plus en plus de gens en prison. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de violence ? Non. Et voilà, c'est ça le piège. C'est ça le truc. Non, on fait bien le boulot. Mais voilà. Tu te dis, est-ce que les hôpitaux marchent bien ? Ben oui, il y a de plus en plus de morts. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de malades qu'on peut traiter. Donc tout va bien. Et oui, non mais c'est ça. Ça va être long. Ça va être long. Je vous le dis, ça va être long. Page 24, on a, là encore ça continue, hein, les émeutes. Hein, le journaliste dit tout cela n'a pas empêché les émeutes. C'est le fait qu'il y ait de plus en plus de gens en prison. Et là, Emmanuel Macron nous dit, hein, toujours dans le sens de la responsabilité, il nous dit était-ce un fait inédit ? La Grande-Bretagne, le Danemark aussi, et la France en 2005 ont connu des émeutes. Tu vois. Bah oui, en fait. C'est pour ça, arrête un peu de... Hein ? Voilà. Quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. On retrouve la bonne... comme au Covid. Hein, comme au Covid. C'est-à-dire, 100 000 morts aujourd'hui, c'est beaucoup. Ah ben non. Parce que regardez, le Rwanda, ils sont à 102 000. Donc on n'est pas les pires. C'est voilà, toujours ce sens d'assumer comme ça le réel, très important. Page 25 rebelote hein, là-dessus. Quand je vous dis voilà un président les yeux grands fermés, page 25, on a aussi une question sur un climat d'impunité et de défiance en France. Et il nous dit, Emmanuel Macron, il a toujours existé. Voilà. Donc en fait ça va. En fait c'est jamais c'est jamais lié à sa politique. Ce qui est bien, oui. Ce qui est pas bien, c'était pas bien avant, donc c'est pas grave si c'est pas bien aujourd'hui. Au fond, on s'en fout. Donc ça aussi, c'est du plaisir. Page 30, alors ça, je savais pas où le mettre. Parce que on est dans le Grand Guignol, on est chez Bourvil, on est chez un mythomane dernier degré. On a quand même une question sur le nucléaire. Je sais plus trop quoi dire. Sur celle-là, honnêtement, j'ai eu un affreux doute. Il nous dit, il faut que je vous la retrouve, ce passage-là. Sur la question du nucléaire, Emmanuel Macron nous dit, je lis parce que ça ne s'invente pas. Comme ministre de l'économie, j'ai participé à redresser la filière nucléaire française, qui était dans une impasse. Bah oui. Eh oui, bah oui. Alors, tout a été vendu. Non, mais voilà. Beaucoup de choses ont été vendues. Mais ça a contribué à redresser. Voilà. Donc, tu vois, je sais pas si c'est du mensonge, si c'est de la mauvaise foi, si c'est de la mesquinerie. Et on dirait, parce que regarde, il y a une des photos pleine page comme ça. On dirait la nouvelle campagne promo charcuterie Justin Bridou. Tu sais, sur le saucisson vegan. Le faucisson. Parce qu'ils aiment bien renommer les trucs. Donc, on sait pas, en fait. On sait pas. Alors, on continue. Je vous monte doucement en température jusqu'aux pépites. Où là, normalement, là, vous risquez de casser des ordinateurs. Pour redresser la filière de l'électroménager, bien évidemment. Sur l'immigration. Alors là, page 27, quand j'ai bossé l'interview, j'ai dû interrompre Édouard pour lui lire la phrase et dire soit je suis définitivement un abruti, soit c'est celui qui répond. Mais on a une phrase, page 27, sur l'immigration, je vous la lis, elle est là, regardez, c'est cette question-là. À ce propos, vous dites que les émeutes sont avant tout un sujet d'intégration, mais si la question se pose, c'est aussi qu'il y a eu et qu'il y a encore une immigration substantielle, non ? Je vous lis. Est-ce qu'on est submergé par l'immigration ? Non. C'est faux de dire cela. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Nous avons une obligation de résultat.
Là, après, je sais pas. Moi, je vous lis, hein, c'est là, hein, si vous me croyez. Si vous me croyez pas, hein, parce que je me mets au niveau, c'est là, hein, vous pouvez lire, hein, pas de problème, allez-y. Hein. Achetez le point, hein, je veux dire, je fais la pub, hein, allez-y pleine balle. Hein. C'est même plus du en même temps, si vous voulez, c'est même plus du en même temps. C'est en fait le gars te vend les deux réponses, puis tu choisis quoi. Tu picores. C'est une sorte de président buffet illimité chinois, tu sais, de périph de Montélimar. T'as Grill 165, bah c'est ça en fait. Je sais pas quoi vous dire. C'est sidérant. C'est vraiment sidérant. Je vous relis un Big Mum 2A me demande, je relis. Est-ce qu'on est submergé par l'immigration ? Non. C'est faux de dire cela. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Est-ce que le bateau coule ? Non. C'est faux de dire ça. En revanche, c'est vrai que si on ne dégage pas l'eau de la coque, on risque de se faire une petite Grégory. Hein, mais bon, c'est comme ça. C'est en même temps. Voilà. Il y a 14-0. Est-ce qu'on est en train de perdre le match ? Non. C'est faux de dire cela. Par contre, si on ne met pas 15 buts, ça risque de mal se passer. Vous pouvez imaginer les exemples que vous voulez après. Hein. Je ne vais pas faire ça toute la journée. Mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Sur l'immigration toujours, et juste après, hein, on a un aveu terrible. Enfin, un aveu terrible, oui et non, qui est très intéressant, en fait. Un aveu qui est très intéressant sur ces questions-là. Parce que pour être sérieux, 3 minutes, parce qu'on décortique, et c'est vrai que en soi, on peut toujours prendre une phrase et tout ça. C'est pour ça que j'essaie de vous donner le plus de contexte possible. C'est important parce que sinon, on n'a pas fini. Si on prend phrase par phrase, on peut faire dire n'importe quoi. Mais il y a quand même quelques grands piliers qui sont intéressants à observer. C'est que on a un discours avec un Emmanuel Macron qui a un pied en France sur, on va dire, la régence du pays avec... C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a deux bretelles qui rejoignent la même autoroute. On a le Macron avec le pied en France qui vous explique les bénéfices de son action, mais qui sont une action intra-territoriale, donc c'est-à-dire la réduction des dépenses publiques, l'éducation, ces choses-là. Et sur les sujets sur lesquels Emmanuel Macron n'a aucune prise, on a un Macron qui devient européen et qui parle au nom de l'Europe. Par exemple, il y a toute une partie sur le climat, sur l'écologie, la question du nucléaire. Emmanuel Macron, tout à coup, parle de l'Europe. Donc, on a l'impression qu'il a un cerveau scindé, en fait, avec le fait de dire, voilà, les frontières existent quand il doit vanter les mérites de sa politique intérieure, en coupant complètement le lien avec l'Europe. Et par contre, quand on a des sujets qui deviennent le rapport à l'international... là, il devient l'Europe. Il dit on, il dit l'Europe, comme s'il en était l'incarnation. Sauf que quand je vous dis qu'on parle de deux bretelles autoroutes qui vont au même endroit, c'est qu'au fond, politique intérieure comme politique extérieure sont pilotées par l'Europe. Et ce jeu en fait d'équilibriste assez mauvais ne peut plus être cru. Et sur l'immigration, on sent le vernis qui se fissure un petit peu, parce qu'Emmanuel Macron nous dit... Donc, c'est juste après ce que je viens de vous lire, hein, sur la phrase qui est tout bonnement incompréhensible. Nous avons une obligation de résultat. Pour ce faire, il vaut mieux protéger nos frontières extérieures européennes, car rappelons-le, la France n'est pas un pays de première entrée en Europe, mais surtout d'immigration secondaire pour des étrangers entrés par un autre pays de l'Union européenne. Donc, on voit que là, le discours se casse, parce que l'action d'Emmanuel Macron sur ces deux mandats, sur le sujet de l'immigration, est extrêmement négative, ne porte pas les fruits annoncés, mais en même temps, cette action-là, d'une certaine manière, est attendue et pilotée par l'Europe qui, elle, encourage pour le coup l'immigration avec une répartition plus ou moins opaque entre les pays. Donc on sent qu'Emmanuel Macron est entre deux feux. D'un côté, c'est un sujet qui, sur le plan de la politique intérieure, peut lui coûter un rejet, en tout cas une déception de son électorat, mais en même temps, il ne peut pas assumer que c'est l'application simple du plan de route européen, parce que sinon, cela démontrerait une bonne fois pour toutes qu'il en est le pantin. Donc, on a un jeu d'équilibriste qui ne va pas et qui se dessine, en vérité, tout au long de l'interview. Ça, c'est pour l'immigration. On continue avec le pilier de l'économie. Page 27, alors là, je ne suis pas économiste, mais j'ai eu un peu de mal à la comprendre, celle-là. Emmanuel Macron nous dit
Quand vous avez 10% de chômage pendant des années, vous n'intégrez pas. C'est ce que la France a vécu dans les années 1980-1990. Quand vous n'avez plus de force économique, vous vous désintégrez de l'intérieur. Alors, déjà, l'économie comme seule boussole, le bien-être économique comme seule boussole, ça, on n'a pas attendu l'interview pour le savoir. C'est pas une découverte. Par contre, il y a une déclaration que je ne comprends pas sur le lien entre chômage et intégration. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas défendre dans le même temps le fait que on intègre mal les gens parce qu'il y a du chômage. Ou alors, il faut valider l'idée que c'est parce qu'il y a volonté d'intégration, donc immigration, que cela peut contribuer à creuser le chômage. Et donc creuser une mauvaise intégration pour des gens qui n'ont pas eu d'emploi. Mais là encore, on ne comprend pas en fait. On ne comprend pas où ça va. On ne comprend pas le sens de tout ça. Sur la réforme des retraites, alors là, ça devient le plus grand cabaret du monde. Page 29, je vous donne tous les repères si vous voulez regarder après dans le magazine pour lire en détail l'interview. Là, on a eu une pirouette, mais qui est assez lamentable. C'est au niveau d'un enfant de 5 ans qui a volé un bonbon. Et encore, j'ai peur d'être insultant pour les enfants. Page 29 sur la réforme des retraites. À la question, il n'empêche, cette réforme des retraites ne résout pas le problème. Même le corps Conseil d'orientation des retraites, qui était pourtant optimiste dans ses prévisions, le dit désormais. Et Emmanuel Macron répond, le corps disait que ce n'était pas la peine de faire la réforme quand on la faisait, et maintenant dit que cela peut ne pas être suffisant en 2035 ou en 2050, la belle affaire. C'est sidérant, parce que ce que pointe du doigt le corps, ce sont les mensonges du gouvernement au moment de la réforme des retraites, qui arguaient qu'il fallait faire cette réforme pour atteindre un certain niveau d'économie, que c'était inévitable pour l'économie française, sauf que même une fois la réforme passée avec un contournement clair de la démocratie, on se rend compte qu'en fait, même les promesses étaient mensongères et que jamais on atteindra ce niveau-là. Donc, le corps a une action à 2 niveaux, c'est de lutter avant et de pointer du doigt les manquements du gouvernement. Et une fois la réforme mise en place, une fois la réforme acceptée, bien sûr que le corps n'allait pas rester sur ses positions d'avant acceptation. Donc, Emmanuel Macron fait une pirouette, mais débile, quoi. Profondément débile et profondément de mauvaise foi, avec quand même un aveu sur l'objectif final. Et ça, je trouve ça, là encore, je ne sais pas si ce sont des aveux par moment ou autre, mais c'est intéressant. Emmanuel Macron qui dit « On est en train de gagner la bataille de l'emploi et de réindustrialiser le pays. Lorsqu'on aura accru la quantité de travail, on aura réglé notre problème. Le cœur de la bataille économique, c'est ça. » Cette expression de quantité de travail qui, à mon sens, alors je laisse quand même l'avis aux spécialistes sur cette expression, mais pour moi, l'expression de quantité de travail n'a aucun sens. Si ce n'est de tenter de lier cela à la quantité de bras disponibles sur un marché de l'emploi, ce qui, une fois de plus, est clair, et c'est ce qu'on disait sur la feuille de route de l'Union européenne, c'est-à-dire de maintenir les citoyens dans un état d'employabilité le plus long possible, donc repousser l'âge de la retraite le plus possible, en parlant plus de bien-être, de choses comme ça, pour maintenir des bons niveaux salariaux, des bons niveaux de pouvoir d'achat ou autre. Emmanuel Macron va complètement dans cette ligne. Lorsqu'on aura accru la quantité de travail, on aura réglé notre problème. Sauf que cet accroissement de la quantité de travail ne peut pas être infini, parce que sinon, autant mettre tout de suite l'âge de la retraite à 100 ans. Comme ça, on est peinard, si vous voulez. Et au moins, vous commencez l'employabilité à 8 ans. Comme ça, dès la en gros, dès le CP, CE1, tu peux bosser sur une ligne de production. Et puis jusqu'à 100 ans. Au moins, tu es tranquille, si tu veux. Et on est absolument dans ce que je vous expliquais sur le livre vert de l'Union européenne. La vidéo est sur la chaîne, j'en renvoie encore. C'est dingue. Et Emmanuel Macron l'accepte. Donc, avec ce genre de sentence un peu creuse et difficilement compréhensible, on peut se demander, effectivement, il y a Wesh Papa qui nous le dit dans le chat, next step, prochaine étape, pour ceux qui ne parlent pas texan, retour aux 39 heures. Après tout, pourquoi pas ? Donc, c'est assez zinzin. Page 29, toujours. Alors là, il y a un passage que je veux vous lire en entier. Donc, c'est 2 questions avec les 2 réponses. On a même des journalistes du Point, si vous voulez, qui n'est pas non plus l'organe de presse des soulèvements de la Terre. En termes d'opposition au gouvernement, c'est pas des punks, le Point. Mais même le Point est obligé de faire son boulot, parce que ça devient grossier, et il se retrouve face à Emmanuel Macron. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 possibilités. Et je ne veux pas exagérer, je ne veux pas psychiatriser Emmanuel Macron, ce serait profondément débile, mais soit ils se foutent de leur gueule, en fait, il y a 3 possibilités. Enfin, leur gueule n'est pas ricochée, celle des Français. Soit
il y a quelque chose de l'ordre de la folie, mais c'est pour ça, bon, je sais pas, c'est facile à dire, au fond on n'en sait rien, c'est trop facile de psychiatriser l'adversaire, donc on va dire que c'est une piste que j'évoque mais qui n'a aucun sens. Soit on est face à quelqu'un qui au fond est perdu et dont la politique de communication ne suffit plus. C'est-à-dire d'avoir comme ça une sorte de logorée un petit peu flou qui va emmener son auditoire dans un sens, dans un autre. La méthode est éculée et on se rend compte que malheureusement, ça devient visible en fait. Les gens s'en rendent compte. Merci pour le subprime, wesh papa, magnifique. Je vous lis, donc c'est sur la partie économie. C'est ici même. Sur l'économie, il y a un chiffre terrible. 700 milliards de dettes publiques en plus depuis 2017. Pardon, mais comparons ce qui est comparable. Regardez ce qu'ont fait les Italiens et les Allemands par rapport aux Français. Je défends la politique qu'on a menée, avec des dispositifs par ailleurs inédits, du fait des défis sanitaires ou économiques successifs que nous avons dû relever. Nous avons permis à des entreprises industrielles, des commerçants et des artisans de tenir. Fallait-il les laisser faire faillite pour ensuite leur payer le chômage ? Tout de même, si l'on se réfère à Eurostat, la dette publique française est passée de 98,5% du PIB à 111,6% entre 2017 et 2022. L'Allemagne, elle, est passée de 63,9% à 66,3% dans le même temps. Et Macron répond « On est au-dessus de la moyenne de la zone euro, mais pas beaucoup plus. Et puis, on a eu une politique de maîtrise de nos dépenses publiques. Dès 2017, on a baissé les impôts et les dépenses. » Et le journaliste rétorque, je vous lis quand même la suite de la troisième, « Ça a duré jusqu'en 2018. » Non, c'est faux, on a continué. J'ai répondu aux gilets jaunes en baissant les impôts et n'ai pas cédé à la facilité de la dépense publique. Nous avons maîtrisé en dépenses courantes les dépenses publiques et avons opéré une baisse de 50 milliards d'euros d'impôts, moitié pour les ménages et moitié pour les entreprises, sous le précédent quinquennat. Entre 2017 et 2020, on n'a jamais baissé à ce point les dépenses courantes tout en baissant les impôts, et on a continué jusqu'à la crise Covid, où l'État a absorbé le choc pour sauver l'économie. Je défends et j'assume totalement la politique de la dette Covid, car ce sont les leçons tirées de la crise financière de 2008. La dette a moins augmenté au cours du Covid que lors de la crise financière, alors que la récession était 2 fois plus forte, et surtout, contrairement à la crise financière, l'appareil productif a été préservé, et le chômage a continué à baisser. Et c'est en effet encore l'État qui a absorbé le choc lié à la guerre en Ukraine et à l'inflation pour aider les ménages, les entreprises et les collectivités locales. Honnêtement, je ne sais plus quoi vous dire. Là, sur ce point-là, je ne sais clairement pas quoi vous dire. On a quelque chose qui, quand même, commence à devenir un petit peu malsain parce que quand le Mozart de la finance devient le Rocco Siffredi de la dépense publique, c'est-à-dire que tu l'as toujours dans le rectum, ça devient un petit peu délicat. On préfère un requiem à une levrette claquée, pour le dire autrement. Donc là, ça devient terrible, avec cette seule et unique explication de se comparer. Je veux dire, on a quelque chose de très enfantin, on y revient. Alors, je suis désolé, parce que on reproche au gouvernement Macron d'infantiliser les citoyens, on en vient à l'infantiliser lui-même, mais cette comparaison permanente, quoi. C'est-à-dire, vous rentrez du collège, ah, j'ai eu 14, mais bon, le meilleur de la classe, il a eu 18. Enfin, j'ai eu 4 et le meilleur de la classe, il a eu 7, tu vois. Mais c'est pas une politique de se comparer. C'est pas une politique. Et je veux dire, même les journalistes du Point sont obligés de dire, mais les comparaisons ne tiennent plus. Et ne dit-on pas, comparaison n'est pas raison. Donc, ça devient sidérant. D'autant que, même sur ça, dire des pays, même au sein de l'Union européenne, qui n'ont pas eu la politique de la France, s'en sortent mieux économiquement aujourd'hui, en termes de dette publique, en termes de dépenses publiques, en termes de faillite des entreprises, toutes ces données économiques-là. Donc en plus, et c'est là où malheureusement le Point ne fait pas le boulot, mais même ça ne tient pas vraiment. Des pays qui n'ont pas eu une politique française aussi socialisante, c'est-à-dire de payer quoi qu'il en coûte, c'était la bonne vieille expression, même ça ne tient pas. Et aujourd'hui, des pays qui n'ont pas appliqué ça ne sont pas dans des résultats aussi catastrophiques que la France. Donc, c'est assez terrible. Donc là, on est, si vous voulez, sur un Macron qui est dans le déni. Hein. J'aurais pu le mettre dans la catégorie de ce président les yeux grands fermés. Et on a, alors, je ne connaissais pas, hein, on a le Macron devin. Macron devin. On a le Macron devin, je l'avais jamais rencontré celui-là, le Macron qui peut lire dans le futur. Voilà, Macron Nostradamus, à la question, c'est ici, hein, là, vous ne reconnaissez pas que cette réforme des retraites est insuffisante. Macron répond, elle a permis de préserver le versement des pensions des retraites d'aujourd'hui et de demain, elle a amélioré la situation de millions de retraités modestes et elle accroît justement la quantité de travail, comme la réforme de l'apprentissage.
Alors moi, je ne savais pas qu'on avait déjà, en fait, les retours de la réforme des retraites. Elle est même pas complètement en application, si vous voulez. Les mesures rentrent en place, là, successivement, dans les semaines et les mois à venir. Mais apparemment, ça a déjà des effets. Peut-être tu vas chez le médecin, tu t'es pété la jambe. Bon, on va faire du vélo pour la rééduque. Hein? Non, parce qu'en fait, j'ai quand même le genou à 90 degrés. Donc ça, pour du vélo, va falloir investir sur un pédalier particulier. Non, c'est déjà en place. C'est déjà en place. Donc, c'est dingue. Et c'est pas fini. J'ai pas fini. Parce que là, on arrive à la géopolitique. Et la géopolitique, je vous dis, ça se corse. Ça se corse. On y va point par point. J'espère que vous êtes chaud. Hein. Je vous entends pas, Mulhouse. J'ai toujours rêvé d'être DJ. Bon. Alors, page 22. Donc là, vraiment, on commence à entrer petit à petit, hein, progressivement. Je vous mets à température. On commence à rentrer dans la science-fiction. On est, voilà, on est chez Jules Verne. On est chez Stephen King. On ne sait pas si c'est Shining, si c'est Voyage au centre de la Terre. On ne sait pas. On ne sait pas où on en est. C'est Ushuaïa. Il y a de tout. Il y a de tout là-dedans. Mettez ce que vous voulez. Mettez vos références. Hein. C'est Matrix. Je ne sais guère. Alors, sur la géopolitique, page 22, on revient au début de l'interview. Donc, sur l'état du monde, hein, l'état actuel du monde. C'est au tout début. Hein, c'est au tout début. C'est là. Hein, à la réponse que voulez-vous dire. Je vous le disais tout à l'heure. Emmanuel Macron nous dit... La géopolitique, par exemple, se dissout, en tout cas telle qu'on la vivait au XXe siècle. On vit le retour des ambitions des grandes puissances, le recul de l'attractivité des démocraties. Parce qu'avant, il n'y avait pas de grande puissance. Au XXe siècle, non. Il y a les États-Unis, une bourgade d'Amérique du Nord. On vit le recul de l'attractivité des démocraties. Parce que c'est vrai qu'au XXe, hein, du côté de Munich, la démocratie, c'était attractif. Ouais, c'était bien. Les gens étaient contents. Je redis, hein, je vous lis je vous lis toute la réponse, hein, foutu pour foutu. Que voulez-vous dire ? Nous sommes dans un monde multicrise, de manière sans doute inédite. Tout cela vient dissoudre beaucoup de certitudes. La géopolitique, par exemple, se dissout, en tout cas, telle qu'on la vivait au XXe siècle. On vit le retour des ambitions des grandes puissances, le recul de l'attractivité des démocraties, et le monde se structure dans la tension entre la Chine et les États-Unis, avec une remise en cause profonde du droit international. Parce que 14-18, 39-45, c'était l'équivalent du Club Med Saint-Domingue. C'était la détente. Ça va, il n'y avait pas de grande puissance, il n'y avait pas la Russie, il n'y avait pas le bloc soviétique, il n'y avait pas les USA. Non, mais t'en vas pas. Attends, on n'a pas fini de rigoler. Reviens. C'est vrai. Donc, non, honnêtement, là, je ne sais pas quoi vous dire. C'est même plus du baratin. Parce qu'à la limite, du baratin s'appuie sur un fond que vous allez étirer pour passer l'envie à votre interlocuteur d'aller vous chercher sur d'autres thèmes. Et là, c'est purement n'importe quoi. Excellente soirée à toi. De même. Eh ben, super. C'est bien. Eh ben, demain ? Bon entraînement. Je suis pas demain matin, spectacle. Ah ouais. Ben, moi, je serai là. Eh ben, super. Seul. Seul sur le sable. Rock voisine. Les yeux dans l'eau. Okay. Allez, ciao. Donc, je ne sais, c'est même pas du baratin. C'est la négation du réel. Et là encore, je ne sais vraiment pas quoi penser, les copains. Ça me semble impossible qu'Emmanuel Macron, si vous voulez, soit si ignare, en fait, qu'il ignore tout ça. Donc, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas. Je pense que c'est tout simplement ça. Il dit n'importe quoi tout à fait tranquillement. On continue. Alors. Là aussi, là, je suis plutôt dans l'expectative. Enfin, je vous pose une question. Là, je ne sais pas trop, parce que moi, je pensais que c'était du complotisme. Page 22 encore, Emmanuel Macron nous dit, sur le fait que l'Europe soit un peu recalée aujourd'hui, il nous dit « L'Europe qui ne saurait être la variable d'ajustement de ce nouvel ordre mondial et doit défendre son modèle politique et social singulier. » Là encore, nouvel ordre mondial, Julien Pain m'avait dit
ferme ta gueule. Il avait dit c'est pas possible, ça n'existe pas. Et là, apparemment, il y a quand même le nouvel ordre mondial. Donc, on ne sait pas. Page 33. Alors, et ça, par contre, c'est intéressant aussi. C'est une autre figure de cette interview. C'est que par moment, on a des éclairs d'honnêteté, des éclairs de lucidité, si vous voulez. Il y a une partie entière qui est vraiment dédiée à la géopolitique et dans laquelle Emmanuel Macron nous dit « Je reparlerai à Vladimir Poutine quand ce sera utile ». Au moins, c'est clair. Voilà, au moins, c'est clair. C'est que, bon, au vu des utilités passées, vaut mieux peut-être qu'il parle à son chien dans l'immédiat, tu vois. Parce que au moins, le chien, ouf, ouf, ouais, croquette, tu t'en sors. Vladimir Poutine, je ne sais pas comment on dit en slave, mais il s'en bat les couilles. Donc, mais au moins, c'est honnête. Tu vois. Je vous dis, par moment, on a des choses comme ça qui sont assez bluffantes, disons-le, qui sont assez bluffantes. Il vous dit, effectivement, bon, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ça n'a aucun poids. Ça n'a aucun poids. Donc, c'est très intéressant. Autre aveu, toujours sur le contexte en Ukraine, et qui est un aveu d'ailleurs, qui est éclairant parce qu'il met en lumière un changement de position d'Emmanuel Macron. Il dit « La bonne négociation sera celle que les Ukrainiens voudront ». Alors bon, je suis pas le loup de Wall Street, je suis pas une brute en négociation. Par contre, quand tu arrives pour vendre une bagnole et que toi, tu fais l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur et que tu dis, écoutez, monsieur l'acheteur, le bon prix sera celui du vendeur, je suis pas certain que tu prennes tes 10% de com sur la vente de la Renault 12. Donc, bon, mais après tout, pourquoi pas, tu vois. Tu te dis, tant pis. Et donc, c'est quand même un rapport à la négociation, un rapport à la géopolitique qui est assez dingue, qui est extrêmement biaisé. Le parti pris transpire de tous les ports. Je ne parle pas de Gérald Darmanin. On a aussi, alors là, ça c'est du plaisir. Ça, c'est du plaisir parce qu'en ce moment, c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui me passionne, c'est le rôle des États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, dans la reconstruction européenne et le rôle des États-Unis face au général de Gaulle avec Lamgott. Livre référence sur le sujet, c'est L'ami américain d'Éric Branca. Et pour tout vous dire, en ce moment, je suis à fond là-dessus, ça fait des semaines, plusieurs mois, j'adore. C'est l'article de Juste Mensuel dans le numéro de septembre qui va sortir. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique si vous voulez vous abonner. Ce sujet me passionne, j'adore. Et c'est vrai que tu te rends compte que quand les États-Unis, si vous voulez, n'avaient aucun problème à négocier, pour la petite parenthèse, avec des gens comme Pierre Laval ou l'amiral Darlan, par exemple, qui était très proche du régime de Vichy et ou des nazis, si vous voulez, quand les États-Unis n'en avaient rien à foutre, dans le but de détruire De Gaulle, je cite Jean Monnet, père de l'Europe, qui pouvait pas le piffrer, le Charlie. Donc, tu te dis, les Américains, si vous voulez... bon, la guerre contre les nazis, ça n'a pas été tout de suite ça. Ça a pas été, ça s'est fait parce qu'ils n'avaient pas le choix pour faire rouler la Jeep jusqu'à Moscou. Mais c'était pas l'ennemi désigné au départ, le nazi, si tu veux. Et ils étaient prêts à négocier avec eux, ou en tout cas avec des instances liées, pour arriver à leur fin. Et donc, on a Emmanuel Macron qui nous dit quelque chose. Alors là encore, je peux comprendre, si vous voulez, que ce que je viens de vous dire ne sorte pas franchement de la bouche de Macron, alors qu'il y a bien des âneries qui en sortent. Mais il nous dit, sur la négociation, donc on est toujours page 33, je vais vous lire un petit peu le contexte. C'est juste après, cette histoire de négociation. Mon souhait, c'est que la contre-offensive des Ukrainiens puisse ramener tout le monde autour de la table de négociation pour faire émerger une solution politique dans des conditions plus favorables. La bonne négociation sera celle que les Ukrainiens voudront. C'est un peuple souverain. Aurions-nous aimé que des gens de l'extérieur nous expliquent ce qu'il fallait faire en Alsace-Lorraine ? Ouais. Bah ouais, parce que tu te rappelles, ça, je vous le dis, c'est dans l'article, puis c'est dans le formidable livre d'Éric Branca que je rêve d'interviewer. Je le dis, je le rêve, je fantasme sur cette interview. Rappelons que avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains menés par Roosevelt avaient pour projet de créer un territoire qui s'appelait la Wallonia. Et ça devait réunir l'Alsace-Lorraine, un bout de la Belgique, le Luxembourg et je crois un petit bout du nord de la France. Et donc les Américains, si vous voulez, en avaient rien à branler en fait des velléités du général de Gaulle et de la France libre. Ils voulaient gérer comme ils l'entendaient la reconstruction de l'Europe. Donc je ne peux pas croire que Emmanuel Macron ignore cela. Je ne peux pas le croire. Donc si vous voulez déjà prendre l'exemple de l'Alsace-Lorraine pour le comparer avec l'Ukraine, c'est un rapport à la fierté historique, à la fierté de son pays qui est dingo, mais bon, qu'importe.
Mais en plus, en arriver à chier sur l'histoire à ce point-là, c'est sidérant. Je veux dire, au pire, ne le dis pas. Au pire, ne le dis pas. Mais pas enfoncer le clou de la mesquinerie et de la bêtise jusqu'à ce point. C'est sidérant. Là, c'est de la négation de l'histoire, tout bonnement. C'est de la négation de l'histoire et c'est assez grave. C'est assez grave et lourd de sens parce que ça vise à réécrire le réel et ça vise à nier la responsabilité des Américains et à nier les volontés américaines à ce moment-là. Autre époque, autre situation, j'en conviens. Mais quand vous avez le culot de comparer justement à l'histoire en étant aussi bête, c'est sidérant, c'est sidérant. Donc ce passage-là, honnêtement, là, fallait le faire. Et page 33, alors on continue dans le délire, sur Vladimir Poutine. Emmanuel Macron nous dit, donc Vladimir Poutine, il a fait une rupture profonde en choisissant de ne plus respecter les accords internationaux, d'être du côté de l'impérialisme et du néocolonialisme, tout en étant membre permanent du Conseil de sécurité et puissance dotée de l'arme nucléaire. C'est vrai que j'ai précisé, t'as vu, parce que je suis rigoureux, j'ai précisé c'est Vladimir Poutine. Parce que sinon, tu sais pas. Non, mais tu sais pas. Fais un petit jeu, gomme ce que je viens de te dire, comme Man in Black, tu sais, avec le psh, t'as oublié là. Il a fait une rupture profonde en choisissant de ne plus respecter les accords internationaux, d'être du côté de l'impérialisme et du néocolonialisme, tout en étant membre permanent du Conseil de sécurité et puissance dotée de l'arme nucléaire. Réponse A, Vladimir Poutine. Réponse B, Emmanuel Macron. Réponse C, les États-Unis. Réponse D, ma grand-mère. La D, c'était un piège. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, quand on voit les accords de Minsk, quand on voit le comportement de l'OTAN avec cet encerclement de la Russie, qui aujourd'hui est indéniable, je veux dire, c'est pas être pro-russe. Ça, c'est valable pour l'Express, si vous voulez. Mais c'est pas être pro-russe que de dire ça. Quand les Américains sont pas trop chauds pour qu'il y ait des missiles du côté de Cuba, ce qui va déclencher un conflit au sein même de la guerre froide. Quand aujourd'hui les Russes disent vous êtes sympa, mais des bases de l'OTAN en Ukraine, ben en fait non. Et Emmanuel Macron dit le problème de Vladimir Poutine, c'est ça. Mais on n'est pas sérieux. Je veux dire, vous voyez, c'est au-delà de la négation du réel. Là, ça devient une propagande, et une propagande qui sort de la bouche d'un président du pays des Lumières. Alors, on a paumé les ampoules, mais on a les abat-jours. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, et on continue. Alors là, pareil. Là, c'est du miel. Page 34. Macron qui joue à nouveau au devin sur la situation de l'Afrique. Alors là, puis là, pareil. Bon, on va rester détendu du slibard, mais je vous lis, il n'y a pas plus à dire. En fait, il n'y a pas plus à dire. À la question, à propos de la situation au Niger, n'est-ce pas la fin d'une époque pour la France en Afrique? Qu'avons-nous raté? Je vais vous lire toute la réponse. Ce n'est pas la France qui fait un coup d'État au Niger, ni qui élit un président nigérien. Et si vous voulez dire que le temps de la France-Afrique est révolu, je vous le confirme. On ne va pas se flageller pour autant. En ce qui concerne le Niger, nous sommes clairs. Ce coup d'État est un coup contre la démocratie au Niger, contre le peuple nigérien et contre la lutte antiterroriste. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum et à la restauration de l'ordre constitutionnel. Mais si l'on prend de la hauteur, la France a eu raison de s'engager aux côtés d'États africains pour lutter contre le terrorisme. C'est son honneur et sa responsabilité. Si nous ne nous étions pas engagés avec les opérations Serval puis Barkhane, il n'y aurait sans doute plus de Mali, plus de Burkina Faso. Je ne suis même pas sûr qu'il y aurait encore le Niger. Ces interventions françaises, à la demande des États africains, ont été des succès. Elles ont empêché la création de califats à quelques milliers de kilomètres de nos frontières. Il y a certes une crise politique dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, mais quand il y a un coup d'État et que la priorité des nouveaux régimes n'est pas de lutter contre le terrorisme, la France n'a pas vocation à rester engagée. C'est, il est vrai, dramatique pour les États concernés. C'est là. Merde, je pensais que j'avais mis l'écran, je suis désolé. C'est ici, c'est cette question-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, on n'a pas une pompe à vélo de fact-checker pour sortir le bout de son pif et venir nous expliquer, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Un président qui nous explique, si la France n'était pas dans une posture militaire néocolonialiste, les États auraient disparu. Mais je veux dire, ils sont où ces guignols, quoi? Ils sont où ces charlots? On ne peut pas laisser dire ça. C'est quand même un président de la République, le gars. C'est terrible. Un prof d'histoire ne dirait pas ça. Un prof d'histoire au collège ne pourrait pas dire ça, car ce serait contre les manuels. Enfin, les manuels. T'as vu, j'ai fait des blagues, j'ai même pas fait exprès. Ah, ça, c'est... Je suis un peu comme Jean Castex. Non, ça me rend zinzin. Ça me rend absolument zinzin. Donc,
Donc voilà pour la partie géopolitique. On continue les copains, c'est un petit peu plus long que prévu, mais je voulais vous décortiquer tout ça parce que malheureusement, c'est ça, on ne le lira pas ailleurs. Pourtant, comme je vous le montre, hein, je me contente de lire ce qu'il y a dans ce truc. C'est sidérant. Beaucoup de médias vont vous parler de l'éducation, on va réduire le temps des vacances, c'est génial. Mais en attendant, on a aux manettes quelqu'un qui vous dit ça. C'est complètement ouf. Alors, bon, on a une phrase, alors là, je sodomise les diptères, comme on dit. Page 23, Emmanuel Macron nous dit « Moi, je crois à un autre chemin. Le projet humaniste des Lumières, ce doit être le chemin français. » Alors là encore, si vous voulez, moi, je crois aux Lumières. Il y a autant de contradictions que dans la phrase « Je veux rester vierge, mais demain, j'ai un gangbang. » Les philosophes des Lumières, qui sont ceux qui ont marqué la disparition progressive de la croyance dans la société française d'alors, et qui vient vous dire « Moi, je crois aux Lumières. » Bon, bah, c'est champagne, quoi. C'est champagne. Là, c'est de la bêtise. Alors, et puis, comme quoi, je veux dire, au moins, ce genre de bêtises, hein, sur une question qui est proche des questions de philosophie qu'on peut apprendre en cours de français et autres, sur le plan scientifique, on a quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez coucher avec toutes les profs de français que vous voulez, vous ne deviendrez pas pour autant une lumière. Et ça, c'est intéressant. On a au moins cet enseignement-là. Le boulard du gars, autre pilier de l'interview. Alors là, on a des trucs. On se rapproche gentiment des pépites. Le boulard du type, parce que non content de dire ces énormités-là, on a en plus le Couze qui nous dit, alors page 24, « Il n'y a aucune faiblesse chez moi, mais des actes qui vont avec des mots. » Oh oh ah ouais, quand même. Ah, c'est fort. Hein. Page 25, alors, est-ce que c'est Emmanuel Macron ou Hernan Cortés qui parle? Je ne sais pas. Il nous dit, « J'ai parlé de décivilisation il y a quelques mois. C'est bien cela que nous avons vu. Il faut donc s'attendre à reciviliser. » Voilà. Emmanuel Macron qui veut reciviliser la France. Donc, avec ce genre de phrase, tu te dis, mince, est-ce que finalement les Français ne sont pas des bonobos qui mangent leur caca sur les trottoirs? Non, mais la question se pose. Il faut reciviliser. Tu n'es pas civilisé, quelque part. Voilà. Arrête de boire ton pipi. Tiens-toi droit. Et cesse de te gratter la couille. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Merci à Inader pour le subprime 5e mois. Merci beaucoup. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Page 25. Alors, nos amis des forces de l'ordre apprécieront déjà qu'ils se sont fait traiter d'abrutis par leur ministre de tutelle, Gérald Darmanin, il y a 2 ou 3 semaines. Emmanuel Macron nous dit, page 25, « Aujourd'hui, quand un policier ou un gendarme tape un CV, le greffier doit ensuite le retaper. On est au Moyen-Âge. Il faut accélérer l'innovation, la diffusion des technologies pour plus d'efficacité. » Voilà. Donc, nos amis des forces de l'ordre évoluent au Moyen-Âge. En fait, c'est Moyen-Âge. Alors, c'est Moyen-Âge, ça l'était avant, parce qu'il faut quand même rappeler, pour ceux qui auraient oublié, qu'Emmanuel Macron est président depuis 2017. Voilà. Donc, bon... il aurait pu le faire avant, on serait tenté de dire. Mais là, il a dit non. Il a dit ça va. On est au Moyen-Âge. C'est comme ça. Je veux dire, nos policiers, finalement, tu vois, je vous montre, pour ceux qui ne me croient pas, parce que tu vois, c'est là. Aujourd'hui, là, tac, hop. On est au Moyen-Âge. Mais arrête de te plaindre. Je veux dire, c'est comme ça. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, les gens disent « Oui, un président ne devrait pas dire ça. » Voilà. Alors là, on arrive au moment des pépites. Et j'aimerais que vous vous asseyiez. Voilà. C'est maintenant, il faut s'asseoir. Faut se détendre. Ça va bien se passer. Parce que ce que je vous ai lu, c'était pas les pépites. Oui, non, mais ça y ressemblait. Je sais que ça y ressemblait. Tu vas dans une boucherie, toutes les chipots ressemblent aux chipots. Je veux dire, ça me semble indubitable. Mais voilà, là, c'est les pépites.
Donc là, c'est les pépites. Donc là, voilà, détendez-vous. Détendez-vous. Quelle est votre tête PLS? Vous mettez comme ça sécurité. Tu mets le bras là et la tête bien sur le côté pour dégager bien sûr la zone laryngo-pharyngée en cas d'expulsion de substances vomitives. Page 23. M'entend bien? Page 23. Page 23, je vais vous le lire en entier parce que ce serait con de se priver. Page 23, on nous dit, je retrouve le passage, bougez pas. Gna, 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 gna. Les usages numériques, en particulier les réseaux sociaux, abolissent respect et civilité, en grande partie en raison de l'anonymat. Alors, les réseaux sociaux, on rappelle, les différentes plateformes sur lesquelles nos ministres nous régalent de leur dégueulis communicationnel. Les réseaux sociaux sont également YouTube, donc YouTube qui contribue bien évidemment à abolir le respect et la civilité. Alors la civilité, est-ce que c'est par exemple quand un professeur se fait décapiter dans la rue et qu'on lui rend hommage, parce que quand même quelqu'un qui est décapité, c'est pas une super actu, on lui rend hommage. Et quelques secondes après, dans le même hommage, dans la même séquence diffusée sur les réseaux sociaux, on fait cela. On met l'image grimaçante de deux youtubeurs, McFly et Carlito, avec qui on a déjà fait, en fait, une vidéo à but humoristique. Voilà. Parce que c'est juste pour savoir, est-ce que la civilité, c'est ça, en fait? Voilà. Et tu vois, le problème sont les réseaux sociaux. Voilà, qui abolissent la civilité, le respect. Voilà. Donc ça, par exemple, c'était respectueux. Voilà. Pour un professeur décapité. Voilà. Donc je vous le dis, c'est pas la plus fun des pépites, mais c'est juste pour vous dire le niveau que peut atteindre en fait cette interview. Page 24. Alors là vous allez être grognon. Là je le sais. Tiens, je vous le mets. Si ça peut vous détendre, je vous en mets un. Tiens. Voilà. Là, voilà. Là, je sais pas quoi vous dire. Vous êtes prêts? Bon. Sur la question des émeutes, Emmanuel Macron, dans un élan masturbatoire assumé, se targue d'avoir refusé de mettre en place l'état d'urgence que lui proposaient d'autres partis politiques. Donc il est tout content de dire « je n'ai pas mis en place l'état d'urgence ». Et Emmanuel Macron nous dit « j'ai assumé de ne pas réduire les libertés des Français ». Voilà. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Ça va beaucoup moins bien marcher. Ouais. Quand je panique, je fais Bourvil. Ouais, voilà, c'est un problème que j'ai. J'ai une bourvilite aiguë. C'est terrible. Dès que je suis stressé, comme ça, je fais Bourvil. Ouais. Mon vélo! C'est horrible. Non, c'est horrible. Quand ça t'arrive au pieu, je peux te dire que c'est pas terrible. Non, je sais pas quoi vous dire. Je sais, c'est comme ça. C'est voilà, Emmanuel Macron qui est tout content de dire il a défendu les libertés des Français. Après, voilà, on enchaîne, je ne veux pas faire ça. Alors là, on en a une pareille. Normalement, je vais me la faire tatouer sur le sgeg parce que celle-là, c'est une pépite, en fait. C'est une pépite, mais c'est même drôle. D'une certaine manière, elle en est presque drôle. Vous savez, le genre de phrase politique qui normalement figure dans des almanachs que tu achètes à Noël pour ton oncle Martin, tu sais pas ce qu'il aime, et tu arrives à la Fnac à 19h vendredi soir, tu te dis merde, qu'est-ce que je vais lui offrir à l'autre con? En plus, il pue de la gueule, il va encore être bourré au moment des huîtres, il nous emmerde. Bon. Et donc c'est drôle, tout ça pour dire que c'est drôle. Emmanuel Macron qui nous dit, alors concernant toujours la réforme des retraites, cette fameuse clause du grand-père qui avait été... merde, pas sabordé, mais raboté. Voilà. Il nous dit si quelqu'un avant moi avait fait ça, je n'aurais pas eu à le gérer.
Vu sous cet angle, la politique, c'est fastoche. Hein. Ah oui, mais si quelqu'un avant moi avait mis la loi sur les 50 heures par semaine, je n'aurais pas eu à le faire. Et non, c'est implacable. C'est implacable. Si vous voulez, j'ai l'impression d'être un gynéco qui ausculte une baleine. Je ne trouve pas le fond, en fait. Tu sais pas, en fait. L'interview, il n'y a pas de fond. Tu sais, l'expression « on touche le fond ». Là, on ne sait pas. Tu peux crier dans la baleine. Oh, oh, oh. Puis tu as Pinocchio qui couche avec Gepetto. Mais je veux dire, voilà, ça, c'est pas le sujet. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'ai été obligé de faire ça parce que si quelqu'un l'avait fait avant moi, eh ben, j'aurais pas eu à le faire. Ah ben oui, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, non, c'est complètement dingue. Page 32, alors pareil, hein, je suis pas électricien, mais du culot comme ça se trouve pas chez la paire. Page 32, nous sommes aujourd'hui face à un hyper-individualisme où chacun estime détenir seul la vérité. C'est Emmanuel Macron qui dit ça. Ouais. Tu sais, à la limite, si c'est le pape, tu te dis, bon, pourquoi pas. Mais Emmanuel Macron qui pointe du doigt le fait que des gens estiment détenir la vérité, elle est dure, celle-là. Elle est très, très dure. Elle est très, très dure. Non, je vois WoodXX qui dit ça dans le chat, qui dit c'est la novlangue. Mais c'est même plus ça. C'est même plus ça. C'est une perte de rapport au réel. Sincèrement, c'est une perte de rapport au réel. C'est complètement zinzin. Complètement zinzin. Et on va finir, parce que je vous l'ai promis, le grand moment de l'interview. La grande proposition. Ah ben oui, il avait dit. Hein. Il avait dit proposition politique d'ampleur. Donc... Là, c'est attention. Je vais tout lire. Je vais tout lire sur la grande proposition. Voilà. Je suis un petit peu ému. Je suis un petit peu ému parce que c'est balèze. Hein. Il avait dit. Hein. Ça fait 1 mois, il l'a annoncé. Allez. Oui. Et tiens, je vais le dire sérieusement. Comme la politique. Voilà. C'est important par moment de mettre le ton. Et j'ai bien sûr une pensée à ce sujet pour Roselyne Bachelot. Oui, notre nation traverse un moment que je juge inédit. La Première ministre, Elisabeth Borne, aura, avec ses ministres, à continuer le travail parlementaire et réunira l'exécutif pour continuer d'agir et de faire avancer les grands dossiers. Mais face aux grands bouleversements géopolitiques, climatiques, technologiques, face aux épreuves que notre pays a encore vécues récemment et au risque de division, je considère que ma responsabilité est de proposer à toutes les forces politiques représentées dans nos assemblées d'essayer d'agir ensemble. C'est pourquoi je veux les réunir à propos de la situation internationale et des conséquences sur la France et à propos des nuits d'émeutes que nous avons connues, avec pour objectif de prendre des décisions pour renforcer l'indépendance de notre pays et de rebâtir notre nation et tout ce qui la tient. La famille, l'école, le service national universel, la transmission de notre culture, notre langue, la régulation des écrans. Mais aussi notre organisation et nos institutions dans tous les territoires. Je suis sûr que nous pouvons bâtir des accords utiles pour la France sur ces sujets. En tout cas, j'y mettrai toute ma volonté. Sortiront de ces travaux des décisions immédiates, des projets et des propositions de loi, mais aussi des projets de référendum.
Alors, j'aimerais apporter toutes mes excuses, hein, bien sûr, aux quelques mouches qu'il y a dans ce studio que je viens effectivement de sodomiser dans les grandes largeurs. Je suis parfaitement désolé. C'est réellement la réponse à la question qui est ici sur l'initiative politique. J'ai mis un peu la voix parce que sinon les gens se pendent. Sinon les gens se pendent. Voilà. Hein. Il n'y a pas plus d'initiatives politiques que d'abdominaux sous ma chemise. Voilà. Non, mais certains avaient de l'espoir. Non. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On va se manger un référendum sur la courbure des concombres et ça va être la révolution. C'est en une, Emmanuel Macron, le président qui ose. Qui ose tout, même d'ailleurs. Ça, ce serait drôle à faire. Non, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Donc voilà la fameuse grande initiative où en fait, Emmanuel Macron promène son monde. Je vous disais tout à l'heure, ça semble naïf parce que le constat est plus qu'évident, mais Emmanuel Macron promène son monde et on se rend compte que la méthode ne prend plus. La méthode ne prend plus. Ça y est, c'est fini en fait. C'est fini. Même eux n'y croient plus. Et ils ne pourront pas arriver en 2022 avec des promesses comme ça tous les mois. Et puis, dans 37 jours, on parlera d'un immense bouleversement chaotique. Puis, ainsi de suite. C'est plus possible. Aujourd'hui, regardez, breaking news, hein, c'était à 16h, avant qu'on commence l'émission. À Nîmes, après le drame qu'il y a eu, le RAID est engagé sur le terrain. Ça y est. Le RAID est engagé sur le terrain. C'est en France. En France, on se refuse de parler du narcotrafic et de ces questions-là. Normalement, on dit c'est le Mexique, tu as un côté tacos. Et ça y est, on y est. En 2027, effectivement, pardon, j'ai fait une connerie. Ils n'arriveront plus en 2027 d'ici là. On y est, en fait. On arrive gentiment. Et c'est pas pour dramatiser, parce qu'au contraire, je pense que la prise de conscience collective, toutes opinions confondues, tous bords confondus, sincèrement, je pense que cette prise de conscience collective peut amener vers des résultats, peut amener vers quelque chose. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que, regardez ce qui se passe en France. Je veux dire, le drame de Cherbourg, de cette jeune fille violée dans des conditions sordides par quelqu'un qui était une racaille absolue, connue de son quartier, qui faisait peur et compagnie. On ouvre des cagnottes en soutien à la victime. Alors c'est très bien, bien évidemment, bien loin de moi l'idée de dire le contraire, mais regardez où on en est. L'impuissance généralisée, si vous voulez, à tous les niveaux. À Nîmes, un enfant de 10 ans qui est mort dans un règlement de compte de narcotrafiquants. Il faut arrêter de regarder l'Amérique du Sud ou autre en disant « Ah ouais, non mais quand même, hein, ça va, c'est loin. Hein. » Non, ça y est. La France n'est pas foutue d'organiser un match de foot. Les JO vont être le point d'orgue de cette descente aux enfers. On a un président qui vraiment... Cette interview-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que j'exagère et que je joue le truc, j'en conviens. Hein. Mais on a un président qui est dans une négation du réel. Et ils ne pourront pas tenir les gens comme ça. Parce que pendant ce temps, des gens choisissent aujourd'hui s'il faut acheter de l'essence ou acheter à bouffer. Donc ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Et tout ça, c'est encore plus terrible. Parce que c'est là où je pense qu'on a l'espoir de notre désespoir. C'est-à-dire... tout ça en plus pour quelque chose qui n'est pas la France. Une grande partie, une belle partie de ce qui se passe aujourd'hui dépend d'une feuille de route politique et géopolitique de 30, 40, 50 ans qui n'est pas la France. On peut faire autrement. À l'inverse de certains pays qui, effectivement, sont englués dans ces problèmes de narcotrafic. Là, effectivement, on est en Amérique du Sud. Mais si vous voulez, on a quelque chose qui est devenu structurel, malheureusement. Où il faut, par exemple, prenez la Colombie, avec des... Alors, c'est encore autre chose que le narcotrafic, mais vous avez des contre-pouvoirs qui existent depuis des décennies, et avec les FARC, et qui ont imposé des conditions structurelles. Là, aujourd'hui, en France, on a la possibilité de se rendre compte que ça coince à un niveau, à un endroit sur lequel on peut encore agir. Et ça, c'est important. Quand les gens vont se rendre compte que le projet européen n'est pas néfaste en soi, mais qu'il est mené par des gens qui veulent la mort des nations, qui veulent la disparition des nations, et qui ont des feuilles de route claires, ils se sentent tellement puissants
c'est le fameux livre vert de la Commission européenne, ils se sentent tellement puissants qu'ils vous mettent sous les yeux la manière avec laquelle ils vont vous écorcher vif, symboliquement. Donc, quand les gens vont se rendre compte de ça, mais tous bords confondus, c'est ce qui est d'ailleurs regrettable, parce que de Mélenchon à Le Pen, aucun n'a le courage de dire ça. Alors, je sais, dans le chat, on va me dire, oui, Asselineau, Philippot, ça, machin, ok, c'est pas le sujet. On va pas parler de cette bagarre-là, je suis d'accord, on est sur les questions de souverainisme. Et encore que, d'ailleurs, il y a match, parce que d'une certaine manière, le jour où les nations auront disparu et que l'Union européenne aura avalé tout ça, on parlera aussi de souverainisme. Donc le souverainisme seul n'a pas de sens, parce que l'Union européenne pratique le souverainisme, mais le souverainisme de l'Union européenne, dans un contexte où les nations ont disparu. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour finir sur ce moment de déclaration, je pense qu'aujourd'hui, une issue de secours est possible, qui risque d'être un petit peu délicate, c'est qu'il va falloir pousser ce système européen, ce système de l'Union européenne, il va falloir le pousser à se dévoiler pour de vrai. Et c'est-à-dire à dévoiler ses intentions réelles face au peuple, qui est, comme le dit Macron, qui est en fait cette vision du peuple comme d'une force de travail permanente qu'il faut rendre la plus disponible possible, la plus étirable possible. Donc il faut lutter contre leurs agissements, il faut cesser d'être naïf, il faut voir tout ça, et il faut lutter contre eux, en tout cas contre l'Union européenne telle qu'elle est, je ne parle pas de l'idée d'Union européenne, il faut lutter telle qu'elle est, et de fait, les pousser à aller au bout, comme ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, lorsque les agriculteurs manifestaient en 2021 contre les nouvelles normes liées aux mesures... aux quantités d'azote dégagées, me semble-t-il, sur les exploitations bovines, si je ne dis pas de bêtises, on avait tiré à balles réelles. Des forces de l'ordre avaient tiré à balles réelles sur le territoire néerlandais, alors que tout ça partait d'une manifestation d'agriculteurs contre des lois décidées à Bruxelles. Donc il faut les pousser à se dévoiler pour que les peuples européens comprennent quelles sont les intentions réelles de ces gens-là. On l'a vu avec le Covid, je veux dire, aujourd'hui, une fois que les gens auront souffert, et c'est ce qui est terrible, c'est que une grosse partie de la souffrance est évitable à partir du moment où les gens vont enlever le blister qu'il y a sous leurs neurones. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on a raison, que le Covid, c'est n'importe quoi. C'est pas ça. C'est juste que quand les gens vont juste comprendre, oui, on peut se faire vacciner, non, on peut être contre. Après tout, le débat n'est pas là. Mais qu'on a des armées d'experts, des armées de journalistes, des armées de politiciens qui sont venus nous fourrer le cerveau en expliquant que c'était tout à fait normal qu'une présidente d'institution européenne comme Ursula von der Leyen négocie des milliards de doses de vaccins par SMS. Je commanderai même pas une putain de pizza avec mon téléphone pour être sûr qu'elle arrive chez moi. Donc, il faut... Le problème, c'est qu'on ne s'épargnera pas le lot de souffrance nécessaire pour forcer ces instances anti-citoyennes à se dévoiler. On n'y arrivera pas tant que des gens considéreront qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas une question de complotisme, d'extrême droite, de populisme, de je ne sais pas quoi. Je veux dire, on ne négocie pas des milliards de doses de vaccins par SMS. Point. Vous pouvez être d'extrême gauche, d'extrême droite, de ce que vous voulez. Là, on est dans cette capacité à regarder le réel tel qu'il est. On est dans cette capacité à voir ce qu'on voit. Et je pense que c'est ça, c'est le fait que de plus en plus de gens arrivent à cela qui va nous aider à ce que les gens prennent conscience que l'idée européenne extrêmement positive telle qu'elle avait pu être imaginée par certains, je ne parle pas de Schuman et Jean Monnet, qu'on soit bien d'accord, je parle d'autres personnages, même jusqu'à Victor Hugo par exemple, l'idée d'une Europe des nations, voilà. Cette idée-là est bonne en soi, mais elle a été dévoyée par des gens qui ont des intérêts et des aspirations qui ne sont pas du tout celles que l'on vend au peuple. CF 2005. Rien que ça, en fait. Rien que ça. Que les gens comprennent que quand le peuple vote non, c'est non. Et qu'un Nicolas Sarkozy, qui a eu la chance que son bracelet ne bip pas sur le plateau de TF1 hier soir, un Nicolas Sarkozy qui revient après avoir trahi le peuple d'une manière peut-être la plus symbolique possible, en appliquant quand même ce contre quoi le peuple avait dit non, quand les gens comprendront que c'est pas une question d'extrême gauche, d'extrême droite, de complotisme, je sais pas quoi et tout ça, quand ils comprendront qu'on les a dupés depuis 20 ans maintenant, on va avancer. Mais malheureusement, ça va se faire dans la souffrance parce que les gens comprendront peut-être quand ça semblera être trop tard, quand on va toujours plus les taxer, quand les services publics seront toujours plus privatisés et compagnie. Il me semble impossible que les gens ne se rendent pas compte. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut s'en référer
à l'espoir de notre désespoir. C'est-à-dire, il faut regarder dans... Voilà, il faut qu'on garde en nous l'espoir que les choses puissent changer demain, parce que le désespoir qu'on vit aujourd'hui ne fait que grandir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors c'est beau comme du Florent Pagny, c'est pas fou, mais c'est ce que je voulais vous dire. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui les copains. On a fait le tour pour cette interview incroyable d'Emmanuel Macron. Je vous invite bien sûr à aller le lire si vous souhaitez avoir toute la version, toute l'intégralité de tout ça. Parce que bien sûr, il faut rendre hommage au Point qui a fait le travail. Ça, c'est important. On est de la presse. Même si on leur tire dessus, c'est important quand même qu'on ait des journaux, qu'on ait tout ça. Parce que ça pourrait être pire. On pourrait ne pas en avoir du tout. Il ne faut pas déconner non plus. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Moi, je vais filer gentiment à la maison, me poser un petit peu avant le handball. Et je vous donne rendez-vous demain. Voilà, c'est pas compliqué. Je vous donne rendez-vous 16h45. 16h45, le Juste Bistrot pour finir la semaine en beauté, en délicatesse et en souplesse. J'espère que vous avez passé une bonne émission, les amis. C'était super, franchement. Vous étiez nombreux encore une fois de plus aujourd'hui à ces zinzins. On a passé les 600 à un moment donné. C'est génial. C'est génial, ça fait plaisir. Ça met la banane. Donc j'espère que ça vous a plu, les amis. Je vous embrasse. Passez une super soirée. C'est jeudi, ça commence à sentir l'apéro. Ça me fait chier. Ce soir, je peux pas m'en mettre une dans la cravate, derrière la cravate, mais t'inquiète pas que demain, ça va chier des bulles carrées. Je vous embrasse, les copains. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. C'est génial ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Je vous l'ai dit, je fais la petite pub, mais il faut faire de plus en plus. Les temps sont durs. On avance, on avance. N'hésitez pas, je vous mets le lien à faire un petit tour sur la boutique Juste Milieu, Café Peau-Neuve. Edouard nous a bossé dessus là. C'est magnifique comme tout. Il a tout refait. Et Juste Mensuel, je vous l'ai dit, j'ai préparé un gros article sur la Mgote et la volonté de mainmise des Américains au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas hésité à négocier avec les nazis. C'est pas joli. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez faire un tour et soutenir bien sûr tout ce qu'on peut bricoler avec Juste Milieu, Juste Mensuel et Le Banquet. On compte sur vous, voilà, on a besoin de votre soutien et on fait tout ça pour vous. On avance plein badin. Les amis, je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France et à demain.